Donc, moi, c'est Anne Bernet. Moi, c'est Aurélie Quesnoy. En fait, on est toutes les deux psychologues. On va peut-être rapidement se présenter. Moi, je suis psychologue en libéral sur Villefontaine, dans l'Isère. Et avant d'être psychologue en libéral, j'ai travaillé pendant quelques années en entreprise où la question des émotions était peu traitée, mais très présente. Donc voilà, j'avais déjà en tant que psychologue en entreprise, à faire et en management et en accompagnement à cette problématique d'émotion. Et puis, quand je me suis installée en libéral, je me suis aussi formée à la sophrologie et ensuite à l'hypnose. Je me suis rendu compte que c'était une problématique qui était omniprésente de tous les accompagnements, que ce soit des accompagnements d'adultes, d'ados ou d'enfants. Voilà. Et moi, je suis Aurélie Quesnoy, donc je suis psychologue clinicienne, hypnothérapeute, formée à la FNH. On est toutes les deux formées à la FNH. J'ai été éducatrice de jeunes enfants pendant 15 ans. J'ai travaillé en soutien à la parentalité exclusive, quasiment essentiellement. Et puis au bout de 15 ans, j'estimais que voilà, j'avais besoin d'aller vers d'autres horizons et j'ai repris des études pour devenir psychologue. Quand j'ai été psychologue, je me suis dit, mais j'ai pas trop d'outils en fait thérapeutiques pour aider les patients. Et j'ai eu la chance de rencontrer mon maître de mémoire qui faisait de l'hypnose. Et ensuite, tout de suite, après la fac, je me suis formée et ça a été voilà, une très très belle découverte. Et en plus, il y avait des bonus, c'est-à-dire qu'il y a eu une autre rencontre au détour d'une formation au sein de la FNH, pas dans la formation de base d'ailleurs, hein, un petit peu plus tard, et avec une jolie rencontre et une envie de co-créer, de partager, et ce qui nous a voilà, amené à, de fil en aiguille, à écrire un livre. Voilà, l'univers des émotions. Ce livre, il a une genèse particulière, c'est que effectivement, quand on s'est installés toutes les deux, chacune de notre côté, il nous manquait un peu des outils sur cette question des émotions pour travailler concrètement avec les enfants. Et donc, on s'est dit, de fil en aiguille, on a construit une histoire, et puis une autre, et puis encore une autre. Et puis après, on s'est dit, mais il faut expliquer le concept d'émotion aux enfants, comment on fait, avec des histoires courtes, ok. Et tout ça, ça a donné un livre. Euh, et, euh, et on adore partager. Voilà. On adore partager et on s'est dit, voilà, on va pas le garder au cœur de nos cabinets, mais on va essayer d'essayer. Et l'idée, c'est que c'est pas seulement destiné aux hypnothérapeutes, parce que ça va être un petit peu le cœur de notre propos, même si on va parler des émotions, on va parler aussi des émotions des enfants et de l'hypnose avec les enfants. Et c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Souvent, on se met des freins, alors qu'en fait, c'est la question de l'imaginaire. Donc, à partir du moment où euh, la- l'enfant a un rapport à la réalité qui est différent par rapport à celui de l'adulte, il a un accès à l'imaginaire beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'un enfant qui est un tigre, il est un tigre. Si je vous demande de faire les tigres là tout de suite, il va y avoir un petit peu des barrières en fait qui ont été construites avec le temps. Chez les enfants, c'est spontané. Donc faire de l'hypnose avec les enfants, c'est simplement aller explorer leur monde imaginaire, les aider, les accompagner là-dedans et puis parfois être euh, en lien avec notre côté enfant et créateur. Ouais, c'est aussi ce que disait Teresa Robles pour ceux qui ont suivi le séminaire de Teresa, de dire en fait, on va rentrer dans l'imaginaire de l'enfant et on va suivre en fait son chemin. C'est lui qui va nous guider finalement. Et on va co-construire tous les outils. Là, on a parlé des outils qu'on avait dans le livre, mais en fait, on a construit plein d'outils. Et chaque enfant nous permet d'aller construire encore quelque chose de spécifique, encore quelque chose auquel on n'aurait pas pensé. Et c'est vraiment le cœur de l'intérêt de travailler avec les enfants, c'est que c'est très très simple d'être dans la co-construction et ils nous guident vers ce qui est juste pour eux et nous on ratifie pour leur montrer qu'en fait effectivement ils ont ces compétences-là.
Après, moi, personnellement, ce que je trouve la plus grande difficulté, c'est pas de travailler avec l'enfant, c'est de travailler avec les parents de l'enfant. Donc, et on sait que pour pouvoir accompagner une transformation chez l'enfant, il va falloir qu'on accompagne une transformation chez l'adulte et surtout une transformation dans la relation de l'adulte à l'enfant. Et c'est souvent la plus grande complexité dans le travail avec les enfants. En tout cas, pour ma part, dans mon expérience. Donc maintenant qu'on s'est présenté, on va vous demander, alors non pas autour d'un tour de table qui prendrait beaucoup trop longtemps, mais de faire connaissance. Hein. Donc vous allez pouvoir nous dire, sans parler, qui vous êtes. Donc je vous explique le principe de ce petit exercice rapide qui va nous permettre de faire connaissance avec vous. C'est qu'on va énoncer des affirmations qui sont en lien avec le thème qu'on va traiter. Donc les émotions, les enfants, la thérapie, l'hypnose. Et donc on va vous demander de vous positionner dans l'espace. Ce qui est intéressant, c'est que chacun va pouvoir voir où est l'autre et qu'il y a des gens qui partagent la même expérience, d'autres qui ont une expérience différente. Donc on a délimité 3 espaces avec les rubans là. Donc là, on a l'espace oui. Au-delà du ruban bleu, on a l'espace oui. Au-delà, enfin, avant le ruban rouge, nous avons l'espace non. Et sur l'espace du centre, c'est un espace qui dirait peut-être, je ne sais pas, j'ai envie mais je n'ose pas. Enfin voilà, un espace un petit peu intermédiaire. Donc on vous propose de jouer le jeu. Au départ, pour tout vous dire, on pensait qu'on était vraiment en format atelier, dans une petite salle, avec un petit groupe. Et on s'est dit, bah, tant pis, on va quand même le faire, même si le lieu s'y prête un petit peu moins. C'est bon pour vous? Du coup, vous allez devoir vous mettre debout, vous déplacer. Tout le monde peut partir de l'espace qui est l'espace non pour l'instant parce qu'il n'y a pas eu de questions. Et donc, moi, je vais me permettre de représenter Anne-Céline, c'est ça? Claire-Anne, pardon. Tu vois, tu m'as donné trop de propositions et du coup, Claire-Anne. Donc, Claire-Anne, comme elle ne peut pas se déplacer, c'est pas facile pour elle. À chaque fois, je vais lui demander et je représente Claire-Anne dans son positionnement. Alors, la première affirmation, c'est « j'accompagne des enfants ». Donc, le oui est ici. Le non et le intermédiaire, peut-être pas encore, pas trop. J'aimerais, mais je ne sais pas. Pas souvent, ça marche. Et on considère qu'un enfant, c'est jusqu'à quel âge? Bonne question. Ouais, jusqu'à l'adolescence. Ouais, je dirais jusqu'à 11-12 ans. Pour l'instant, je peux te dire que ce sont deux. Ouais, hein? Oui. Super. Oui, tu es dans le non. C'est quoi? Le milieu, c'est... Ok. C'est intéressant. Hein, donc, il y a beaucoup de oui. Hein. Il y a beaucoup de personnes, peut-être qu'on va pouvoir faire glisser vers un oui ou vers un non. On verra. J'ai Emma qui dit oui, mais ça ne se voit pas. D'accord. Merci Emma. Donc, une de plus dans le oui. Donc, Emma dans le oui, si tu peux le dire, parce que moi, elle ne m'entend pas. Donc, Emma dans le oui, on a bien noté, Emma. Ok, la deuxième, c'est « je me sens outillée pour accompagner les émotions ». Oui, non, peut-être. Pas tout à fait. J'ai des outils, mais bon, je ne sais pas trop. Ok. On les a jamais tous. L'essentiel étant de se sentir outillé, en fait. J'ai deux oui, là. Deux oui, d'accord. Marie Ok. et Emma. Marie et Emma nous rejoignent dans le oui. Ok. C'est bon, tout le monde a trouvé son espace. Ça bouge encore. Ok. La troisième, c'est « je considère l'émotion comme un message ». Oui, on va serrer. Finalement. Alors, non, comment c'est du côté de... Alors, oui.
Et enfin, c'est bon? Je laisse le ça bouge dernier encore. mouvement migratoire se terminer. Et la dernière, certaines émotions, les miennes ou celles de mes patients, peuvent me mettre en difficulté. Peut-être, non, oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En général, Comme tu le sens. en général. Dans le cadre du métier de thérapeute plutôt. Alors, pour préciser, dans le cadre du métier de thérapeute. Voilà, allez. On a échappé belle, Antoine. Ok, merci beaucoup. Voilà, c'est un bon, petit exercice de mise en mouvement juste après le repas pour Voilà. s'assurer que vous êtes bien vigilant. En fait. Et en même temps, c'est vraiment des choses qu'on utilise beaucoup au cabinet, de mettre l'enfant en mouvement, d'aller lui faire se représenter des espaces, d'aller lui faire se représenter au travers du corps, mais aussi au travers du mouvement, au travers du geste quand on travaille sur du dessin, voilà, des choses comme ça. Donc, ce n'était pas tout à fait anodin non plus notre choix de mise en mouvement. Ce n'était pas juste pour que vous vous endormiez, pas tout de suite à 14h. Parce que moi, je ne fais pas grand-chose. Je vois à la caméra, là, on a vu des mouvements, mais pas obligatoirement les réponses. Oui, bon. L'idée, c'est de voir que c'est... On a une vidéo là, super. qui est prise au-dessus. Super. L'idée, c'est de voir que c'est en mouvement, et vous savez que l'émotion, ça vient de emovare, mettre en mouvement. Donc, voilà. Donc, c'était doublement pas par hasard qu'on avait choisi cette façon-là de commencer. C'est moi qui parle. Donc, le début de nos propos, il résonne avec les propos de Teresa Robles. Hein, c'est que les émotions, c'est un thème universel. À partir du moment où on est un être humain, on a des émotions. Qu'on y accède ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a parfois des défenses qu'on met en place, des outils qu'on met en place qui vont nous couper un peu de ça, mais finalement, tout le monde ressent des émotions. Tous les êtres humains ressentent des émotions. C'est aussi un thème qui est omniprésent dans les motifs de consultation avec les enfants. Alors, encore plus aujourd'hui. Les enfants de maternelle, d'âge maternel qu'on nous amène en disant, voilà, il a un problème de gestion des émotions. Ah, ok, d'accord. Gestion des émotions, ok. et même quand c'est pas dit, hein, même quand c'est pas ça qui est le motif de consultation derrière, il y a toujours une problématique émotionnelle. C'est ce qui nous a amené à construire notre démarche de travail en cabinet. Donc, comme à la fois un travail préparatoire, à la fois un travail de transmission à l'enfant, aux parents, des fonctionnements émotionnels, et puis un chemin pour aller de quelque chose qui pose difficulté à quelque chose qui est une réelle ressource quand on commence à le regarder comme ça. On disait tout à l'heure qu'effectivement, il y avait pratiquement toujours ce sujet-là. Dans les anamnèses, les parents évoquent les émotions et les enfants peuvent évoquer les émotions. Et une des choses qu'on peut faire, c'est aussi aller vérifier quel accès au langage par rapport au vocabulaire des émotions l'enfant peut avoir. Parce que c'est très, très variable. Dans certaines écoles, même dans certaines crèches, on va initier l'enfant au travers de livres, au travers des petites poupées là, qui représentent, par exemple, vice-versa. Il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de crèches qui travaillent avec ça pour que l'enfant puisse commencer à mettre des mots sur ses émotions et donc à identifier ce qui est en train de se passer. Mais en fait, on se rend compte aussi qu'il y a des enfants qui n'ont aucune idée de la différence entre les émotions qui
qu'il peut ressentir. Et puis après, il y a les émotions qui sont connues, et puis il y a des émotions qui peuvent être un peu un fourre-tout, comme la colère. Les parents ont tendance à nommer colère beaucoup de choses qui finalement ne sont pas forcément de la colère. Donc c'est intéressant dès l'anamnèse de pouvoir échanger avec l'enfant et de pouvoir lui permettre de nous dire un petit peu où il en est de sa compréhension de ce qu'il vit et de si c'est nommé, si c'est repéré les émotions ou pas. D'autant plus que parfois le travail qui est fait dans les crèches et les écoles, il est déjà formidable, mais il demande parfois à être dans un niveau d'intellectualisation, un peu comme c'est quoi cette couleur, c'est quoi cette émotion. Donc à partir du moment où je sais la nommer, finalement, je réponds à la commande. Sauf que intérieurement, comment je le vis, ça, on l'accompagne beaucoup moins. Et c'est aussi un travail de mise en sens au travers du corps, puisque tu donnes la définition de l'émotion, Anne? De la mise en mouvement? Ouais, non, tu sais, quand on dit, tu sais, phénomène psychocorporel, mais qu'on dit plutôt corporo-psychique, en fait, c'est en fait, l'émotion, c'est pas une définition puriste, hein. L'émotion, c'est comme une boussole qui nous renseigne sur notre rapport au monde. Et elle nous le renseigne par des messages chimiques qui passent dans le corps. En temps réel. En temps réel. C'est important. Et si on n'a pas à la base ça, bah effectivement, enfin, on ne sait pas à quoi ça sert. C'est pour ça qu'on vous posait la question, est-ce que vous avez conscience, ou plutôt est-ce que vous imaginez, parce que nous, on est dans cette croyance-là, que l'émotion, elle vient délivrer un message pour pouvoir s'adapter au monde. Si on n'est pas dans cette conscience-là, ben, l'émotion, on peut la vivre d'une manière dure, difficile, négative, sans couper, ne pas vouloir la ressentir, que si on va regarder le message adaptatif qu'il demande, ça va être beaucoup plus facile d'intégrer l'émotion dans notre vécu quotidien, en fait. D'autant plus qu'au moment de l'anamnèse, les parents amènent souvent l'émotion comme un problème. Et non seulement un problème pour l'enfant, mais un problème pour toute la famille. Parce que ça vient déborder dans tous les moments de vie et ça vient impacter toute la famille. Donc si l'enfant a déjà cette première information que son émotion, c'est un problème, et c'est pas seulement un problème pour lui, c'est un problème pour toute la famille, forcément, la relation à l'émotion, elle est déjà dans quelque chose de biaisé sur la possibilité de devenir une manière de recevoir un message important pour lui, de se laisser traverser par ce qui est en train de se passer pour lui permettre de mieux se connaître et ensuite pour lui permettre de mieux identifier ses besoins. C'est impossible d'aller traverser ça quand on voit l'émotion comme étant un problème qui fait de soi un problème pour toute la famille. Donc, avant de vous expliquer, ou de vous proposer différents outils, hein, de vous partager différents outils qu'on a pu construire autour du travail avec les émotions et avec les enfants, on vous propose une petite expérience hypnotique, un petit exercice hypnotique qui reprend une façon d'aller se mettre au contact d'une émotion. Et je vais laisser Anne vous guider. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on fait avec les enfants. On vous expliquera comment on l'adapte aux enfants. Parce que, évidemment, qu'en plus, un enfant de 2 ans, on ne va pas travailler de la même façon qu'un enfant de 8 ans ou qu'un enfant de 12 ans. Donc, on va adapter. Mais là, l'idée, c'est d'aller au contact de votre enfant intérieur et d'aller accueillir d'une manière peut-être un petit peu différente, en tout cas dans le corps, cette émotion. C'est bon pour tout le monde? Donc, je vous propose de vous installer confortablement. D'avoir l'intention de vous connecter à votre enfant intérieur, d'aller au contact de cette partie de vous et de fermer les yeux, mais je vois qu'il y a déjà plein de monde qui a les yeux fermés, et de choisir une émotion. Une fois que vous avez choisi votre émotion, vous allez imaginer de laisser venir cette émotion au travers d'un souvenir. Imaginez au contact de cette émotion, la ressentir dans l'instant.
Et vous allez laisser apparaître une couleur associée à cette émotion. La première couleur qui vous vient à l'esprit, sans chercher à réfléchir, juste laisser apparaître une couleur. Et puis, vous allez laisser aller au contact de l'intérieur de votre corps pour aller repérer où se trouve cette couleur, où se trouve l'émotion, à quel endroit du corps, peut-être au niveau de la tête, peut-être au niveau du cou, de la nuque, des épaules, peut-être dans les bras, ou simplement dans les mains, peut-être au niveau du thorax, de la poitrine, du cœur. Peut-être que cette couleur est venue se loger dans votre ventre ou dans vos jambes ou dans vos pieds. Juste accueillir, sans chercher à transformer, juste avec curiosité, constater. Et puis, cette émotion a peut-être d'autres sensations associées, peut-être de la fraîcheur ou de la chaleur, peut-être de la légèreté ou de la lourdeur, du mouvement. Et peut-être même que vous pouvez la ressentir comme une forme ou l'imaginer avec une image, un symbole. Juste observer comment cette émotion prend sens, prend forme à l'intérieur de vous. Et si c'est confortable, vous pouvez revenir tranquillement avec ces sensations et peut-être l'énergie qui est associée. Et si ce n'est pas confortable, comme un enfant a la capacité de passer en une seconde des larmes au rire, cette émotion peut se transformer en quelque chose de différent. Tout à fait naturellement et instantanément, elle peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus confortable. Et quand ce sera OK pour vous, vous pourrez prendre une grande respiration et revenir avec toutes ces sensations. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui? OK. Alors, on vous propose un petit retour en groupe voilà, de cette expérience. Qu'est-ce que vous avez observé? Est-ce que vous avez des ressentis particuliers? C'était quoi l'émotion que vous aviez choisie? Ça nous intéresse de, de voir, de savoir comment c'était pour vous. Enfin, Du coup, j'avais choisi la joie et ça s'est mis dans les jambes, couleur jaune. Enfin, c'était assez classique et avec une forme plutôt comme ça, assez solaire, quoi. est-ce que quelqu'un d'autre? Je fais en probation. Alors, la même chose, j'ai trouvé la joie, et c'était un rappel d'un souvenir d'enfance, bien sûr, avec le blanc parce que c'était la neige. Donc, tout s'est un peu lié, la neige, le froid, voilà, c'était très agréable d'y revenir. Merci. Moi, c'était la terreur, couleur noire, et après, je sais plus. Je suis parti après. Je sais pas. J'ai vu le noir et puis c'est tout. Et pour revenir, tu sais pas, c'est comment là? Ok. Et c'est ok? Ça met du temps? Ok. Est-ce que tu as imaginé l'enfant intérieur? Tu sais, je sais pas si tu te souviens quand tu étais petit, parfois, voilà, on a un petit bobo, un petit quelque chose qui fait qu'on a mal ou on est triste. Et puis à un moment donné, on a parlé du bisou magique ou de quelque chose qui permet tout de suite. Alors, c'est bien sûr que c'est un peu détourné, mais qui permet tout de suite de switcher et quand on a comme ça la légèreté de l'enfance, de repartir dans quelque chose de léger. Est-ce que c'est possible pour toi d'accéder à ça? Ça va être long. C'est parce que t'es pas assez, tu laisses pas assez de place à l'enfant intérieur. Il sait faire ça. Tu sais pas? Ok.
Si ça va, ça, c'est OK? D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager? Oui, là-bas. Ah, pardon. Juste pour montrer que c'est pas très mental, j'avais choisi la joie, mais ce qui est venu, c'est la gratitude. Et c'était lilas, clair, frais, comme une brume. Alors, je la partage volontiers. Merci. Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait. Oui. Alors, c'était la joie, mais la joie de l'enfant qui a enfin rigolé. Le petit enfant, ça fait beaucoup de bien. Et ce qui est revenu, c'est quelque chose d'un peu plus... Alors, c'était rose, et c'était quelque chose d'un peu plus âgé quand on se giclait. Le plaisir de pouvoir se gicler l'un l'autre. C'était très, très agréable. Okay. Il y avait des sensations particulières dans le corps associées? Alors, c'était toute cette partie-là qui ressentait cette partie haute où il y avait cette... D'accord, la légèreté. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager son expérience? Merci. Alors moi, j'ai choisi une émotion un peu dérivée, l'enthousiasme, qui est une couleur de nuance de la joie, et c'était bleu émeraude, enfin ou vert émeraude, la couleur d'un lac qui est venu se coller au niveau du cœur, et c'était toutes les sensations que j'ai quand je suis en montagne face à un lac, et tout ce qui peut être avec la fraîcheur, avec la beauté du lieu, avec voilà, toutes ces images. Merci. Tu as une question? Alors, on finit juste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de partager encore autour de l'expérience? Non, c'est OK. Et donc, je te laisse poser ta question. Merci. C'est un exercice qu'on fait en PNL classiquement, même avec les adultes. Et c'est quoi l'intérêt d'aller se connecter avec l'enfant intérieur au début? Alors, là, en fait, on voulait vous faire vivre un exercice qu'on fait avec les enfants. Ceci dit, quand on est dans l'émotion, on est avec l'enfant intérieur. L'idée, c'est juste de ne pas aller trop dans le mental et d'inviter, d'aller dans une partie qui est vraiment la partie de l'émotion. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on invite à aller se connecter à l'enfant intérieur pour prendre un chemin plus rapide, pour aller dans l'émotion qui permet ensuite d'avoir accès à ces sensations, à ces couleurs, à ces images. En fait, si on vous a présenté ça, c'est parce qu'on peut le faire comme ça avec des enfants, notamment les plus grands. La plupart du temps, avec les petits, on le fait, enfin, pas la plupart du temps, avec les petits, on ne le fait pas comme ça. Avec les petits, soit on leur lit une histoire qui correspond à l'émotion qu'on veut explorer ensemble, et ensuite, on va leur demander, au travers de formes, de venir identifier. Donc, ils choisissent la couleur, ils choisissent l'endroit du corps où ça se manifeste et les formes qui leur viennent. Donc, on peut faire ça après la lecture d'une émotion pour venir les amener dans cette émotion-là, ou on peut simplement, au travers d'une expérience de vie qu'ils viennent de faire, les questionner dès qu'ils nous ont raconté, voilà, ils étaient très en colère, ils nous racontent un petit peu l'histoire de cette colère, et puis ensuite, on va tout de suite les amener à dire, au travers d'un dessin, et comment c'était quelle couleur, c'était où, c'était quelle forme, est-ce que, voilà. Ça nous permet, en fait, d'avoir une sorte de représentation, de cartographie des sensations qui sont associées à cette colère pour l'enfant. Parce qu'on peut avoir l'impression, et les parents peuvent avoir l'impression que l'enfant, il est rempli de colère, et ce n'est pas forcément le cas. Et ça va aussi effectivement nous permettre, si on fait ce travail, alors au démarrage, on y allait pour évaluer une émotion, pour se dire tiens, elle ressemble à quoi? Puis au fil du temps, moi je me suis amusée à faire, avec la construction du bouquin notamment, à dire tiens, si on allait regarder toutes les émotions, alors toutes les émotions principales, si on allait regarder toutes les émotions et qu'on faisait comme ça remplir des petits personnages, des petites silhouettes vides, qu'est-ce que ça donnerait? Et en fait, ça nous donne comme un petit bilan émotionnel, une lecture à un moment donné du fonctionnement émotionnel de l'enfant.
qui permet à la fois de repérer son vocabulaire émotionnel, qui permet de voir comment il est à l'aise, dans quelle situation ça se joue. Parfois, on nous amène un enfant voilà, avec une problématique soi-disant de colère, et en fait, on se rend compte que l'émotion qui va être le plus représentée, ça va être la tristesse. On se dit, tiens, c'est rigolo. On m'a dit un jour que la colère, c'était une émotion chapeau. Donc, elle pouvait venir se mettre par-dessus une autre pour en masquer une. Et donc, ça va nous aiguiller dans les hypothèses de travail avec l'enfant. Donc, ce qu'on vous a proposé là, c'est une illustration. Oui. J'ai quelqu'un qui a répondu sur le. C'est Emma et qui a dit la colère rouge dans la gorge sous forme de carré. Ok. Voilà. Merci Emma. Parce que je pense que les gens qui sont derrière se sentent un tout petit peu exclus. On va le dire comme ça. Donc je tiens à prendre dans ma voix ce qu'ils amènent. Ok. Alors, toutes nos excuses. On n'a pas trop l'habitude de travailler avec Zoom. Donc c'est pour ça que je suis là. Ouais. Ok. Merci beaucoup pour ton intervention. Donc, on vous propose une illustration clinique. Donc, c'est Com qui a 7 ans et qui est amené pour des troubles anxieux qui se traduisent notamment par des maux de ventre, surtout en lien avec la sphère scolaire, mais aussi pour tout rendez-vous à l'extérieur du domicile. La problématique, elle devient envahissante, elle l'empêche de profiter de l'extérieur. Il ne veut plus sortir de la maison. Il a aussi très peur des sons intenses et ses parents disent qu'il a des difficultés à gérer ses émotions. C'est les parents qui disent ça. Dans l'anamnèse, je vous ai mis les principaux éléments. C'est un bébé qui est attendu et chouchouté, un parcours PMA qui a duré 4 ans avant la conception. Comme il va en crèche à partir de 4 mois, et puis il va ensuite chez une assistante maternelle de 16 mois à 2 ans. Il y a plusieurs déménagements qui marquent son parcours dans les 2 premières années de sa vie. Et puis, lorsqu'il a 2 ans, la naissance d'une petite sœur. Il est content, mais sa sœur demandait beaucoup d'attention parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de pleurs. Dans son histoire, il y a aussi une confrontation précoce à la mort, notamment au travers du décès de l'arrière-grand-père maternel avant la naissance de sa sœur. Un développement rapide du langage. Tout est OK au moment de l'entrée à l'école maternelle, mais il y a des difficultés relationnelles qui sont notées sur la première année avec la maîtresse. Et donc, voilà ce que Com nous dessine, enfin me dessine. On lit ensemble les paysages émotionnels, chaque petit paysage que découvre notre petite planète. Ça, c'est dans l'univers du bouquin, l'univers des émotions. Et puis, à chaque fois, je lui demande de remplir, de me dire c'est quelle couleur, enfin, pas de me dire, mais de l'illustrer. C'est quelle couleur, c'est comment dans le corps, voilà. Et donc là, on a une représentation qui est vraiment sur du remplissage ou du vide. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on met comme ça, c'est pour ça que je vous les ai présentés comme ça sur le même slide, on voit qu'on peut faire finalement des rapprochements entre certaines émotions. Alors, je ne sais pas si vous veillez spontanément, là, ça vous parle comment quand, est-ce qu'il y a des liens que vous visualisez? Toutes les têtes sont colorées, effectivement. Toutes les têtes sont colorées. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais. Ouais, c'est la même zone qui est représentée. Ouais. Et du coup, on peut voir que calme, colère et joie, c'est la même chose, en fait. Et donc, je vous rappelle que dans l'anamnèse, il y a quelque chose qui dit qu'il y a des colères qui semblent être envahissantes, des problématiques de gestion de la colère. Et moi, là, ce que je dis, c'est ouais, ok, mais il y a de la ressource. Le calme, il peut être aussi présent que la colère. Et la joie, c'est quand même super puissant, la joie en termes de ressources, mais elle est aussi très, très présente. Donc ça va nous aider à avancer dans nos hypothèses cliniques et puis à aller voir que, ok, il y a peut-être une dimension un peu envahissante de la colère, mais par ailleurs, il y a d'autres ressources. Et puis, on va aller faire d'autres liens, comme effectivement ce que tu disais. Donc, des liens entre, par exemple, la peur et la tristesse, vous ne le voyez pas bien, mais c'est la même couleur. Ce n'est pas la même localisation, mais c'est la même couleur. Donc, on peut faire un lien, on peut aller interroger ce lien. Est-ce que c'est amour et peur? Est-ce qu'on peut faire un lien avec sa forte blessure d'abandon et l'amour et la peur?
c'est une hypothèse clinique. Donc, effectivement, c'est ce qui va nous permettre le démarrage d'hypothèses cliniques. Et c'est juste des hypothèses cliniques, hein. On va aller les vérifier après dans le travail avec l'enfant, mais ça nous donne des pistes de lecture. Globalement, effectivement, donc calme, joie, colère, on l'a nommé, stress et tristesse qui sont présents mais pas envahissants, un lien entre la peur et la tristesse. Donc, par exemple, une hypothèse qu'on peut faire, c'est avoir peur, ça le rend triste, mais qu'il y a aussi un lien entre la peur de perdre et puis la tristesse liée à la perte. Tout ça, c'est venu se mélanger un peu. Oui, effectivement. Alors, je l'ai noté plus. Le lien entre la frustration, je n'ai pas noté la colère. La frustration et l'amour sont la même couleur, c'est rouge. Alors que la colère, vous ne le voyez pas bien, mais elle est orange, en fait. Donc, il y a une petite nuance. Donc, effectivement, là, on va... Alors, moi, mon orientation, par exemple, elle est un peu plus psychodynamique à la base. Hein, donc, je vais aller interroger des problématiques que je dis oedipiennes. Mais après, si chacun a sa grille de lecture, ça, c'est juste un outil qui va nous permettre de faire chacun de notre point de vue les hypothèses qui vont nous permettre d'avancer avec cet enfant. Ce qui est intéressant aussi quand on travaille comme ça dès le départ, c'est qu'ensuite, quand l'accompagnement va avoir évolué, on va pouvoir refaire exactement ce que disait Marie-Christine d'échelle d'évaluation. Ben, nous, ça va nous servir aussi d'une échelle d'évaluation pour voir comment l'enfant il a bougé dans sa relation à ses émotions et finalement quelle place ça prend après avoir fait un travail. Et ça remet aussi une dimension développementale. C'est-à-dire que l'émotion, enfin l'enfant, il est amené à un moment, comme il a 7 ans, mais en vrai, quand 6 mois plus tard, il a 7 ans et demi, il a évolué. Alors, il a évolué au travers du travail qu'on a fait, mais il aurait aussi évolué si on n'avait pas fait ce travail. Parce que, voilà, il y a toute cette question de développement neurologique qui va accompagner le développement de l'enfant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que là où les parents identifiaient un problème, on peut aussi, dans l'accompagnement des parents, montrer combien aussi cet enfant, il n'est pas que colère, que cet enfant, voilà, il a des ressources hyper intéressantes et on va pouvoir aussi valoriser ces ressources. Alors, vous ne le voyez pas, mais il y a des petites inscriptions à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a des petits questionnements comme ça, des questions qui vont nous permettre d'identifier les situations et aussi de pouvoir les redonner aux parents. C'est-à-dire que peut-être ils n'ont pas identifié que c'était de la colère ou de la frustration, parce que souvent, on y reviendra peut-être, mais souvent, colère et frustration sont confondus. Je reviens tout de suite, je finis juste mon propos. Donc, sont confondus et que comme elles n'ont pas le même message, on n'y répond pas de la même façon. Donc, tout ça, ça va aussi nous aider à transmettre des éléments aux parents. Puisque, comme Anne vous le disait, il y a forcément une dimension d'accompagnement des parents quand on est dans l'accompagnement des enfants. Je ne sais pas si on a le temps, non, je ne pense pas. Non, je pense Okay. pas. Je vous avais mis un deuxième cas clinique sur lequel on va passer. Ouais, je vais juste vous montrer pour voir comment ça peut être très différent. Donc là, Carly, elle a 5 ans et demi. Et vous voyez que elle est plus jeune, mais finalement, elle représente complètement différemment ses émotions. C'est-à-dire qu'on va retrouver toujours des liens qu'on peut faire, mais c'est plus symbolisé. Et donc, on peut se demander aussi en fonction de la symbolisation. Alors, Carly, elle avait un vocabulaire émotionnel hyper développé pour son âge. Donc, effectivement, dans les hypothèses et dans l'accompagnement, ça va venir modifier aussi les choses. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça peut être. C'est pas forcément remplir ou pas remplir, mais parfois il y a des enfants qui vont nous faire d'autres choses, des tourbillons ou un soleil, ou alors il y a des visages qui apparaissent effectivement, voilà, pour donner plus vie à ces personnages. Donc je passe les interprétations et hypothèses. Alors tout à l'heure, on vous a posé la question du message, des émotions. On travaille beaucoup autour du message des émotions, d'abord parce que ça permet à l'enfant d'arriver à comprendre ce qui se vit en lui et pourquoi il a une émotion.
Et ça permet aussi de se rendre compte que l'émotion, c'est pas un truc horrible qui les envahit et qui leur fait faire des trucs vraiment pas cool, qui leur fait dire des mots vraiment pas gentils et qui les fait se faire punir, quoi. Que l'émotion, c'est pas quelque chose à combattre, à mettre de côté et à essayer de chasser dans la manière de gérer quand les parents demandent qu'on leur apprenne à gérer. Mais que l'émotion, c'est vraiment une amie qui vient leur apporter un message. Alors, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'on va travailler avec des petites enveloppes comme ça. Et en fait, à l'intérieur, on va définir le message de l'émotion. Donc, j'ai des enveloppes un peu pour toutes les émotions. Et en fonction de l'âge de l'enfant, évidemment, on va adapter le vocabulaire. Mais l'idée, c'est qu'ils comprennent que quand l'émotion arrive, elle vient lui dire quelque chose sur ce qu'il est en train de vivre et elle vient lui parler aussi de ses besoins. Et quand l'enfant il a compris ça, en général, il fait une petite enveloppe pour donner à ses parents pour dire en fait, je suis en train de vivre quelque chose, quoi, parce que les parents vont souvent avoir des réflexes de soit rentrer dans l'émotion et finalement eux-mêmes être débordés par leurs émotions, soit demander à l'enfant de se calmer, soit demander à l'enfant d'aller à distance pour retrouver son calme. Et un enfant sait retrouver son calme si on lui a montré comment retrouver son calme. C'est un chemin, c'est un apprentissage. Donc, naturellement, un enfant a besoin d'être accompagné dans cet apprentissage, comme dans tous les apprentissages. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'il comprenne ce qu'il est en train de vivre, pourquoi il est en train de le vivre, et qu'il arrive à identifier quels sont ses besoins. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on vous a mis le petit bonhomme qui vient apporter un message, parce que tant qu'on ne comprend pas le message, en fait, le petit bonhomme, il va frapper derrière la porte et il va crier de plus en plus fort. Et l'enfant, il a pas seulement besoin, lui, de comprendre quel est le message de son émotion, mais il a besoin d'être compris aussi dans ce qu'il est en train de vivre. Donc, si le parent lui dit, bon, bah, écoute, va dans ta chambre te calmer, quelque part, déjà, il n'est pas reconnu dans ce qu'il est en train de vivre. Donc, il a besoin d'être d'abord reconnu dans ce qu'il est en train de vivre, même si c'est difficile, la forme que ça prend pour les parents, même si c'est difficile, il faut d'abord reconnaître qu'il est en train de vivre quelque chose qui est difficile pour lui, pour lequel voilà, il se laisse peut-être un peu déborder. Et ensuite, l'accompagner, peut-être effectivement, à prendre un peu de temps pour aller laisser traverser l'émotion et ensuite comprendre de quoi il a besoin. Et donc, l'idée, c'est vraiment que l'enfant puisse ensuite mettre des mots sur ses besoins. Donc, on va travailler avec l'enfant pour identifier le message et ensuite identifier quels sont ses besoins. Et en fait, c'est lui qui sait quels sont ses besoins. Donc on va juste l'aider à trouver quels besoins il associe à cette situation par rapport à ce qu'il est en train de vivre à ce moment-là. Tu voulais rajouter des choses? Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce point particulier des messages. Oui. Merci. Oui. Donc, moi, c'est Sandrine. Alors, moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt une réflexion. Tout à l'heure, vous avez parlé des parents. Et effectivement, moi, je suis souvent confrontée à des parents qui ne savent vraiment pas quoi faire parce qu'ils ne savent déjà pas identifier leurs propres émotions. Et du coup, qui se retrouvent totalement démunis. Et du coup, c'est effectivement aussi un accompagnement avec des parents pour déjà expliquer tout ça, pour qu'eux puissent ensuite accompagner les enfants. Effectivement. Et tout à l'heure, il y avait une question, c'était pourquoi l'enfant intérieur? Pourquoi l'enfant et l'enfant intérieur? Parce qu'en fait, effectivement, les adultes sont à accompagner et finalement, quand on raconte une histoire d'un paysage émotionnel, d'une petite planète qui s'est retrouvée son calme intérieur en observant la mer qui est agitée et qui se calme, c'est une métaphore. La métaphore, si elle fonctionne pour l'enfant,
Elle fonctionne pour l'adulte parce qu'il a son enfant intérieur et qu'il est en capacité de se laisser toucher. Si tant est qu'il soit en capacité de se laisser toucher, mais il peut être en capacité de se laisser toucher par cette histoire, par cette métaphore. Donc en fait, c'est aussi ce qui est merveilleux, c'est que nos enfants, parfois, ils nous permettent de faire des apprentissages qu'on n'a pas pu faire nous-mêmes dans l'enfance. Et donc, on peut presque s'auto-accompagner voilà, en accédant à ça. Et c'est pour ça qu'on est parti sur cette question des métaphores. Alors nous, on a développé voilà, un univers qui a donné un bouquin, mais en fait, chacun pourrait aller choisir sa métaphore de comment il se représente une émotion et puis aller le partager. On peut inviter le parent à jouer avec son enfant, à lire, à se représenter, à se laisser aller là-dedans. Et c'est un joli accompagnement aussi quand on leur propose de travailler comme ça, finalement. Ils font un apprentissage sur eux en même temps qu'ils font un apprentissage avec leur enfant. Et finalement, au travers des outils qu'on construit avec l'enfant, ensuite, l'enfant, il accompagne beaucoup son parent parce que la plupart du temps, déjà, il est hyper content de lui montrer ce qu'il a découvert. Et quand on crée les petites enveloppes avec le petit message qu'il reçoit quand il ressent de l'agitation, quand il ressent de la colère, quand il ressent de l'ennui, forcément, il va partager avec le parent. Et forcément, il y a des choses qui vont progressivement prendre sens pour le parent aussi. Et si le parent comprend mieux ce qui est en train de se passer pour l'enfant, évidemment qu'il se sentira plus compétent pour l'accompagner, alors que finalement, il se sent souvent démuni pour l'accompagner. Donc, à la fois de connaître le message, à la fois d'identifier les besoins, ses propres besoins pour l'enfant. Il va donner des clés à ses parents. Et puis ensuite, c'est aussi... on lui apprend à observer, donc même si on n'a pas fait toutes les émotions, ensuite ils vont continuer à aller observer et aller interroger l'enfant sur qu'est-ce qui se passe. Alors il ne sait pas forcément dire ce qui se passe, mais justement on va aller dans le ressenti, donc ça il saura dire. Et ensuite, de quoi il a besoin. Ça, le parent, il devient compétent pour le faire aussi. Donc c'est un chemin d'apprentissage pour l'enfant, mais un chemin d'apprentissage pour les parents, toujours. Donc, ça fait un petit moment là qu'on vous parle des besoins qui sont derrière les émotions. Et donc, effectivement, la méthode pour accompagner les émotions des enfants, nous, on parle d'accompagnement plutôt que de gestion. Hein. C'est, voilà, j'identifie mon émotion. Je vais chercher ma carte ou mon galet qui correspond. Donc, Anne vous a dit qu'effectivement, les enfants, ils aiment construire des petits outils comme ça. Moi, je suis éducatrice de jeunes enfants à la base. Donc, faire des petits ateliers, construire, dessiner, enfin voilà, c'était le cœur de mon métier de base. Donc, on peut s'autoriser à faire ça, à les créer avec les enfants. Ensuite, on peut les aider à définir le niveau d'intensité de l'émotion avec une échelle. Et puis, on va aller faire diminuer l'intensité. Si elle est à 3 ou 5, on va la faire diminuer, par exemple, avec des techniques de respiration. Et une fois qu'on a fait ça, finalement, on a accueilli, on a compris et on va aller répondre. Donc, je décide d'une action. Souvent, c'est ce qu'on oublie de faire, même nous, en tant qu'adultes. Hein. Ah ben oui, j'ai fait le travail d'identification de mes émotions. Je sais que je suis triste. Ah, ok. Et alors bah ouais, si j'ai pas le message, si j'ai pas identifié que j'ai besoin d'un temps de retrait, de repli pour élaborer cette perte, ce qui est en train de ce changement qui est en train de se passer pour moi, mais finalement, j'ai pas complètement répondu. Oui, j'ai identifié, oui, j'ai accueilli entre guillemets, mais j'ai rien fait pour que l'émotion, elle, se transforme. Et c'est ça qui est aussi important, intéressant, c'est d'aller jusqu'au bout de la démarche. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les émotions sont chargées en énergie, donc pas toutes de la même façon, et que parfois, avant d'aller accompagner l'enfant dans la respiration, sur certaines émotions qui sont très chargées en énergie, il faut d'abord permettre à l'enfant de faire redescendre ce niveau d'énergie et seulement après, il va pouvoir avoir accès à la respiration. Si on demande à un enfant qui est à fond dans la colère, qui est débordé par cette énergie dans le corps,
de tout de suite venir installer une respiration calme, ça sera peut-être trop difficile pour lui. Donc, en fait, il faut passer par une petite étape qui est, on va d'abord faire redescendre le niveau d'énergie et ensuite, on va pouvoir aller dans une technique qui accompagne un changement d'état intérieur. Un changement de... C'est pour ça, par exemple, que le coussin de la colère va beaucoup fonctionner. On n'a pas le droit de taper. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de taper, on n'a pas le droit de casser. Mais par contre, on peut avoir un cadre pour faire sortir cette dimension énergétique. Tu voulais intervenir? Est-ce que les parents sont présents, les intègrent dans ce moment-là, où vous voyez les enfants seuls, ou à quel moment tout d'un coup les parents reviennent, si ce n'est pas le cas, juste savoir, est-ce que parce que vous avez parlé que vous racontiez certaines fois des contes pour faire intégrer aux enfants, est-ce que les parents sont présents à ce moment-là parce que le conte est pour tout le monde? Enfin, juste comprendre un peu mieux le contexte dans lequel ça se passe. Merci. Ça dépend. Ça dépend de l'âge. Ça dépend de la capacité de l'enfant de se séparer de son parent. Un enfant qui est pas sécure sans sa mère dans le bureau, on ne va pas pouvoir travailler avec lui, donc on va devoir travailler avec la maman qui est présente. Et c'est OK. En fait, on peut aller s'asseoir à côté de la maman, à côté de l'enfant, et puis raconter une histoire. La maman, elle va faire le travail en même temps. Moi, j'ai pour habitude de recevoir, puis je te laisserai parler de ta pratique, Anne. J'ai l'habitude de recevoir d'abord les parents avec l'enfant. On fait un point, on se dit comment ça va, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué, voilà, c'est quoi, selon eux, les axes de travail. Et puis, une fois qu'on a fait ça, j'aime bien passer un petit moment avec l'enfant parce que c'est notre petit moment, parce qu'on va pouvoir se dire des choses qu'il ne peut pas dire ailleurs, parce que le lien affectif fait qu'on ne peut pas tout dire, que parfois il y a tellement d'enfants qui veulent protéger les parents de leurs émotions, parce que dans la tête des parents, l'émotion, elle est dangereuse. Alors s'il y a un danger, il ne faut surtout pas aller alerter papa et maman qu'il y a une émotion, ça pourrait les mettre en danger. Alors du coup, le fait de créer ce moment où c'est OK, on peut parler des émotions, et moi, j'ai pas de lien émotionnel, je suis dans l'empathie, je me mets je m'accorde du mieux que je peux à l'enfant, mais en même temps, j'ai pas de lien émotionnel. Donc l'enfant, il sent que il n'a pas de risque de me blesser. Et donc, il va pouvoir exprimer des choses qu'il ne va pas exprimer. Donc, personnellement, j'aime bien ce moment de... Voilà. Et ensuite, il y a toujours un moment de restitution. Moi, dans mes entretiens, il y a toujours un moment de restitution où on ne dit pas tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, souvent, je me mets d'accord avec l'enfant. Alors, plus ils sont grands et plus on se met d'accord sur ce qu'on va partager ou pas. Et ensuite, on va restituer les outils. Et on va dire, voilà, peut-être il pourra le mettre en place tout seul, mais je vous rappelle, voilà, si c'est un peu difficile pour lui, on va faire la respiration ensemble. Je vais vous montrer et puis vous pourrez le guider dans cet apprentissage. Moi, je fais exactement pareil. En fait, on co-construit avec l'enfant. Donc après, si l'enfant, moi, ça m'est arrivé d'avoir des enfants qui me disent, la prochaine fois, j'aimerais bien que ma maman soit là parce que je voudrais que tu lui apprennes. Donc c'est OK. Si la maman est d'accord, la fois d'après, on fait aussi avec la maman. Mais la plupart du temps, en fait, ce qu'on a construit, comme on construit aussi des outils ensemble, ils sont quand même hyper contents de montrer. Et moi, je leur laisse raconter, comme ça me permet de voir aussi ce qu'ils ont intégré et puis ce qui manque. Et puis, je complète avec ce qui manque pour que le parent, ce n'est pas toujours des mamans, le parent ait aussi les outils et puisse accompagner. Et c'est pour ça que dans le livre, nous, on avait vraiment fait le choix de ne pas faire des histoires pour les enfants, que les enfants allaient prendre, lire éventuellement tout seul. On a voulu vraiment faire un travail à destination des parents ou des thérapeutes, mais de ceux qui accompagnent, pour passer un message fort de dire, en fait, ce n'est pas le sujet des enfants, c'est un sujet d'apprentissage. Donc, c'est un sujet d'apprentissage pour tout le monde. Je ne sais pas si ça a répondu. Il y avait une question, je crois. Oui, c'est plus une remarque qu'une question.
Moi, je suis une vieille psychologue et j'ai vu au fil des années, et particulièrement ces dernières années, apparaître une génération de parents qui considèrent les émotions comme dangereuses et particulièrement la colère. Et donc, quand tu parlais de la décharge d'énergie, enfin de l'énergie de la colère et de la décharge un peu nécessaire avant d'aller vers de la résolution, moi, j'ai vu apparaître tout un courant de parents qui dit c'est dangereux, c'est violent, on ne peut pas laisser l'enfant vivre des colères comme ça. Donc, qui, du coup, moi j'ai vu des parents contenir leurs enfants pendant la colère, à se faire taper des coups de pied, etc., mais qui ne voulaient pas laisser l'enfant vivre sa colère. Il faut revenir au message. Il faut revenir au message de l'émotion. Le message de la colère, c'est tu t'es pas senti respecté. Ou tu vis quelque chose d'injuste. Quelque chose d'injuste. Hein. Donc, par rapport à ça, c'est quoi ton besoin? On va accompagner le parent à lui dire, mais ça vous arrive jamais d'être en colère? Si votre chef il vous fait une réprimande alors que vous ne l'avez pas mérité, vous n'êtes pas en colère? C'est pas injuste? Ben si. Donc, vous êtes avec cette colère. Donc, votre enfant, je vous rappelle quand même que et Evelyne nous l'avait bien rappelé, hein, la maturation du néocortex préfrontal, c'est 8 ans. Ça commence à 8 ans et ça finit, voilà, 25 pour les filles, plus tard pour les garçons. Donc, ça, c'est un processus développemental. On ne peut pas leur demander d'être dans une gestion de la colère, là où parfois les adultes ont encore du mal à le faire, parce que c'est une émotion qui est difficile à traverser. Et donc, on va avoir tout ce discours éducatif de mais c'est OK, ce sont des messagers. C'est-à-dire que si le messager il a délivré son message et que vous l'avez écouté, entendu et que vous faites un truc pour par rapport à ce qu'il vous demande, il va vous laisser tranquille. Donc, il ne faut pas avoir peur de la colère à ce moment-là. Du coup, puisque tu as déjà dit le message de la colère, on vous a fait quand même un petit tableau. Évidemment qu'on ne donne pas ça aux enfants. En fait, on co-construit. Moi, en général, je prends un tableau, on va dessiner quel est le message qu'il a reçu dans sa petite enveloppe. Et puis parfois, on va même l'écrire dans une petite enveloppe pour qu'il parte avec son message et qu'il puisse le retrouver à chaque fois qu'il ressent ça. Donc, on va l'écrire avec ses mots à lui. Et puis ensuite, on va mettre en face son besoin et tout ce qu'il trouve comme action possible pour pouvoir répondre à ce besoin. Et ça, c'est très variable d'un enfant à l'autre. Et en général, on l'écrit ensemble, mais moi, je leur donne le papier sur lequel on l'a écrit parce qu'il va le compléter. Parce qu'au fur et à mesure de ses expériences, il va se rendre compte que, bah oui, il peut avoir aussi besoin d'autres choses. Par exemple, sur la tristesse, il dit, ben, j'ai besoin d'être consolé. Il va se rendre compte que par moment, ben, il aura besoin peut-être d'être tranquille dans sa chambre et finalement de choisir de se consoler avec son doudou ou avec autre chose. Et au fur et à mesure qu'il va vivre les expériences, il va se rendre compte que ses besoins vont évoluer parce qu'il va avoir d'autres possibilités. Et puis, c'est important qu'il ait le choix, vraiment. Donc, on trouve plein d'idées parce que à un moment, il pourra avoir besoin de quelque chose, mais il faut qu'il sache que il n'y a pas une émotion, un message, un besoin. Que les besoins, ils peuvent être vraiment très variables en fonction des moments, en fonction des situations, des environnements, des personnes avec qui ils se trouvent, de la manière dont l'adulte est en lien avec eux. Donc on construit tout ça et c'est l'enfant qui trouve des pistes. Alors évidemment, pour certains enfants, on va les aider. Mais OK. Voilà, donc on vous met la deuxième, comme ça vous avez à peu près les messages sur les émotions qu'on travaille beaucoup avec les enfants. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de co-construire avec eux. Et puis moi j'utilise aussi, alors je ne sais pas si cet outil vous le connaissez, c'est une roue des émotions. Et donc, en fonction de l'âge, quand les enfants sont petits, on va plutôt utiliser la météo parce que ça leur parle plus.
Alors, ceci dit, nous, maintenant, on travaille beaucoup avec la petite planète, mais moi, avant, je travaillais avec ça. Et donc, on va identifier une émotion. Et puis ensuite, il y a tout un tas de propositions. Alors, non, il est partiellement, ça correspond partiellement aux besoins des enfants, mais au moins il a le mérite d'exister. Et donc, voilà, moi, je peux être amenée aussi à leur refaire, à refaire ensemble, à refabriquer une roue des émotions avec leur propre identification de besoins. Et donc, on va mettre des petites émoticônes et puis on va ou des petits symboles et puis on va leur faire leur propre roue des émotions avec ce que eux identifient comme étant leurs propres besoins et du coup ça leur parle plus, mais c'est assez facile à faire avec les enfants. Donc ça c'est pour l'identification du message et ensuite du besoin. Et donc on avait intitulé notre atelier accompagner les émotions de l'enfant de la difficulté à la ressource. Parce que effectivement, l'idée, c'est d'aller d'abord montrer aux enfants et aux parents que les émotions sont des ressources, mais aussi qu'on peut développer, voilà, avec des outils, développer de nouvelles ressources. Donc là, on vous a mis quelques illustrations du bouquin qui viennent vous montrer comment on fait passer à une technique de respiration pour retrouver le calme. La respiration de la colère, on l'aime beaucoup, celle-ci. Celle qui permet de retrouver le calme. Alors, je ne peux pas le faire en tenant le micro. Alors, je vais te tenir le micro. C'est comme tu veux. Bah, oui, si tu veux. Donc, en fait, on va simplement inviter l'enfant à venir mettre... alors, si par exemple, on est sur la colère, à venir mettre à la fois toute l'énergie de la colère, mais aussi toutes les sensations désagréables qui sont associées à la colère, au niveau des mains, et puis en inspirant au niveau du souffle, de retenir pendant quelques secondes, et puis ensuite d'évacuer. À la fois, il y a un travail qui se fait sur la respiration, et à la fois, il y a un travail qui se fait sur le corps en même temps. Et donc, vas-y. Et donc, en fait, moi, je vais faire ça à l'enfant autant de fois qu'il a besoin, jusqu'à ce qu'il me dise « c'est bon ». Et donc, du coup, l'état intérieur s'est transformé. Parfois, je le fais faire aussi avec des bulles. C'est-à-dire que je leur fais vraiment inspirer, venir mettre dans leur bouche tout ce qui les a énervés, tout ce qui les a... Alors, c'est peut-être sur d'autres émotions aussi, hein, tout ce qui les a pollués, tout ce qui les a embêtés, tout ce qui les a fâchés. Enfin, voilà, je reprends le vocabulaire de l'enfant par rapport à ce qu'il m'exprime. Et puis, donc, il va le mettre dans sa bouche, il va retenir sa respiration, et ensuite, il va souffler dans les bulles. L'idée, c'est de laisser partir les bulles avec tout ce qui était difficile et qui se transforme, du coup. Moi, j'aime bien donner plusieurs outils pour que l'enfant ait, là encore, le choix d'utiliser un outil ou un autre en fonction de ce qu'il ressent et que ce soit vraiment aussi sa façon de décider de comment il a envie de traverser l'émotion et ensuite de passer à une autre émotion. Non, juste peut-être soyez créatifs. Oui, c'est ça. Écoutez vos enfants intérieurs. Quand on leur laisse la parole, ils s'expriment à nouveau. Et donc, on a encore un petit peu de temps pour peut-être des échanges, des questions, des réflexions. Alors, juste, je voulais aussi vous parler d'une petite fille, moi, que j'avais accompagnée et qui était assez triste, assez grave. Et la maman s'inquiétait parce que sa petite fille était pas tellement dans la joie. Et donc voilà, au cours de l'accompagnement, je lui présente un petit peu les outils. Moi, je travaille aussi avec des instruments de musique pour faire passer les émotions et je propose à l'enfant de m'exprimer par la musique ce qu'il est en train de ressentir comme émotion et puis ensuite de me jouer vers quoi il veut aller et puis progressivement de me dire où il en est et souvent il est assez vite vers quoi il veut aller et voilà, de le jouer aussi avec un instrument de musique. Mais là, cette petite fille, elle regarde dans mon cabinet, j'avais un bâton de pluie
Et elle me dit, est-ce que ça existe, les bâtons de soleil? Alors je lui dis, bah, écoute, je ne crois pas que ça existe, tu as une idée géniale. Tu viens d'inventer le bâton de soleil. Donc on a fait un bâton de soleil, on a créé un bâton de soleil. Et la fois d'après, elle est revenue avec son bâton de soleil tout décoré, qui était magnifique. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire avec ce bâton de soleil? Comment tu vas l'utiliser? Et elle me dit, ben, tu sais, s'il existe un bâton de pluie avec de la danse de la pluie, ben, faut qu'on fasse une danse du soleil. Et on a fait une danse du soleil et c'était génial parce qu'en fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée de créer. D'abord, j'aurais jamais eu l'idée de créer un bâton de soleil. Maintenant, j'adore mon bâton de soleil, je m'en suis fait un. Mais voilà, ça vient d'eux aussi. Ils ont la capacité de traverser ce qu'ils sont en train de vivre pour peu qu'on leur laisse un espace pour l'exprimer, un espace pour le créer. Ils ont plein d'imagination. Donc voilà, ils peuvent vraiment nous guider là où on n'aurait pas pensé aller. C'est un peu ce que disait Teresa aussi dans ses accompagnements. On suit la logique de la personne et il nous emmène là où il a besoin de nous emmener. Et ensuite, on valorise parce que vraiment, ils ont des idées vraiment géniales, ces enfants. Il nous reste 6 minutes. Alors, est-ce qu'on a des questions aussi sur le webinaire? Alors non, j'ai pas de questions sur le webinaire. Très bien. Ils sont très calmes ou ils font la sieste. Alors, je fais un lien avec les travaux de Marshall Rosenberg sur la communication non violente. Oui, oui. Oui, l'accueil, oui, accueillir et partir de son point de vue, du ressenti. Oui, le besoin derrière l'émotion. Oui. Et moi, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a des tas d'outils que j'utilise pour les adultes et finalement que j'utilise pour les enfants. Les accords Toltec, je les utilise pour les enfants. Les 5 blessures, j'y avais pas pensé et j'ai eu une petite fille qui me racontait des choses et je me suis dit, mais elle est en train de me parler des 5 blessures. Alors, j'ai parlé des 5 blessures avec elle et puis on a identifié les blessures et puis ensuite on les a rapprochées d'émotions et ensuite on a travaillé là-dessus. Donc oui, on peut faire plein de ponts et même des choses qu'on imagine étant des outils pour adultes et qu'on peut tout à fait adapter avec les enfants. Alors, du coup, je les ai réveillés. Mais non, vous ne faites pas de sieste. Si jamais, alors je reprends la fois. Si jamais, comment elles aident à faire partir l'énergie d'une émotion? Oui, ça peut être par des gestes, ça peut être. Enfin, on va aller travailler autour du besoin de l'enfant. Tu aurais besoin de quoi à ce moment-là? Tu aurais besoin de courir dans ton jardin, tu aurais besoin de taper dans un ballon. Tu veux qu'on construise un coussin de la colère. Tu veux que. Voilà. Donc, moi, souvent, je donne cet exemple. Alors, chez moi, dans ma maison, il y a eu pendant longtemps un punching ball. Et il a beaucoup servi. Voilà, donc c'était ce que mes enfants avaient identifié, mais ça peut être tout à fait autre chose. Donc, il faut se dire qu'effectivement, cette dimension de mouvement, d'énergie, de mise en mouvement, à la base, les émotions, elles étaient là pour nous faire survivre. À l'état préhistorique, on est vraiment dans la survie. Donc, il y avait une dimension d'activité qui était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Les défis auxquels on est confronté sont beaucoup plus intellectualisés. Et donc, ça veut dire que on oublie cette dimension énergétique. Et après, c'est un peu comme un adulte qui irait faire de la course à pied pour évacuer les tensions. Alors, c'est pas suffisant, mais ça aide un peu. Sonia Lupin, qui est une spécialiste de la gestion du stress au Canada, elle disait qu'ils avaient fait beaucoup d'expériences dans les écoles et ils avaient repéré plusieurs activités qui étaient particulièrement efficaces pour évacuer cette énergie dans le corps et notamment le sport, la musique, mais voilà, pas forcément tous les instruments, mais beaucoup d'instruments, les instruments à vent ou les instruments à percussion notamment. Et le chant.
Et elle disait vraiment, il y a un vrai intérêt à chanter. Alors après, voilà, les enfants, ils peuvent avoir, quand on leur pose la question, ils nous disent qu'ils ont plutôt envie de crier. Mais on peut faire transformer aussi ce besoin de crier en une possibilité de chanter. Voilà. Et ça, puis, il faut ça pas transforme oublier, un peu la alors, réaction des parents quand l'enfant arrête de crier et qu'il se met à chanter. C'est un tout petit peu plus acceptable. faut pas oublier, on ne l'a pas du tout abordé, mais la dimension du jeu symbolique. Parce que dans le jeu symbolique, on va pouvoir aller rejouer la colère qu'on a contre la maîtresse qui nous a disputé parce que et que c'est pas juste. Donc ça va être aussi avoir une dimension d'évacuation, puisque l'enfant, il est en train de jouer, d'animer ses petits personnages, et puis là, il a le droit de dire ce que les parents, la maîtresse lui interdisent de dire, parce que comme c'est du jeu, c'est pas sérieux, donc on peut. Donc il y a aussi toute cette dimension. Bon, là, on l'a pas abordé parce que de toute façon, c'est un peu la conclusion c'est que peut-être vous allez être frustrés, on l'espère. En tout cas, nous, on l'est beaucoup parce qu'on a énormément de choses on a envie de partager énormément de choses et que là, le format, il est très, très court. Et c'est pour ça qu'on va avoir le plaisir de vous annoncer qu'il va falloir surveiller les agendas parce que, notamment le programme de la FNH, puisque il y aura début 2026 probablement une formation à Bruxelles autour de ou ailleurs. Ou ailleurs. On sait pas encore où. Bruxelles ou Marseille. Hier, Olivier nous disait, bon, faut voir. Et donc, sur la question des émotions, hypnose et émotions, on abordera autant l'adulte, l'enfant peut-être aussi, mais aussi et surtout l'émotion du thérapeute. Donc voilà, ça, on pourra. Et je termine là-dessus. Et donc, il y aura probablement une date aussi fin 2026 à Paris. Voilà, pour la petite pub. Donc, surveillez les agendas. Et là, on aura beaucoup plus de temps, donc on pourra vous montrer beaucoup plus d'outils qu'on a construits, bien au-delà du livre. Il y a plein d'autres outils qu'on a construits et des outils aussi qui sont un peu plus adaptés aux ados, parce que c'est un peu plus compliqué avec les ados quand même. C'est beaucoup plus facile avec les enfants. Merci pour votre attention. Merci.